fille de Maria Filomena qui veille sur la mémoire du maestro. Chaque matin, Gabriella commence sa journée avec ces quelques fleurs déposées dans la chambre de Verdi. C'est un hommage, un petit hommage au maestro. J'aime ce buste parce qu'il est très expressif. On retrouve toute la sérénité, toute la concentration, tout le sérieux qu'exprimait son visage et qui se lit sur ce front dégagé et haut. C'est comme s'il était vivant. C'est le bureau du maestro. Il travaillait ici et non pas au piano. Il disait que quand il avait une idée musicale, il avait besoin de la coucher aussitôt par écrit. Nabucco, I Lombardi, Hernani, grâce à ses opéras patriotiques, Verdi est maintenant une star. Mais il compose comme un forcené, 1 à 2 opéras par an. C'est ce qu'il appellera plus tard ses années de galère. Verdi met en musique les œuvres de Victor Hugo, Byron ou Shakespeare, son poète préféré, dont le Macbeth lui vaut un immense succès. Au moment où il s'installe à Sant'Agata, Verdi vient de terminer Rigoletto, le premier opéra de sa fameuse trilogie qui, avec le Trouvère et la Traviata, marque une profonde évolution de son écriture. La Traviata s'inspire de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, une pièce qui a bouleversé Verdi car elle met en scène le drame d'une femme rejetée par la société bourgeoise, comme l'a été Giuseppina. C'est la chambre de Giuseppina. Physiquement, elle n'était pas belle. Elle avait un nez proéminent, elle était petite et elle avait beaucoup grossi en vieillissant. Mais elle avait gardé un très beau décolleté. C'était une femme qui avait vécu dans les théâtres, dans les grandes villes. C'était une citadine, alors que Verdi avait toujours vécu à la campagne. Mais à un moment donné, elle s'est aperçue que Verdi avait besoin de retourner vivre à la campagne. Et elle a toujours fait passer l'intérêt de Verdi avant toute chose. Révolté par les calomnies des habitants de Busseto contre sa compagne, Verdi prend la plume et écrit à Antonio Barezzi, son mécène. Lui, d'habitude si pudique dans l'expression de ses sentiments, offre peut-être ici sa plus grande déclaration d'amour pour Giuseppina. Chez moi vit une femme libre, indépendante, aimant comme moi la vie solitaire, ayant une fortune qui la met à l'abri du besoin. Qui sait si elle est ou non ma femme? Qui peut dire si cela est bien ou mal? Qui a le droit de nous jeter la pierre? Je dirais que dans ma maison, elle a le droit à plus de respect que l'on ne me doit à moi-même, que personne n'a le droit de lui en manquer sous aucun prétexte, et qu'enfin, elle a tous les droits à cause de son comportement, son âme, et pour les attentions particulières qu'elle a toujours envers les autres. Venise. Rendons-nous à la Fenice, dans ce très beau théâtre où la Traviata a été créée en 1853. Verdi a alors 40 ans. Dans cet opéra inspiré de La Dame aux camélias, Verdi met en scène Violetta, une courtisane. Lorsqu'elle tombe amoureuse d'Alfredo, un fils de bonne famille, Violetta est condamnée par la société bien pensante qui la considère comme une Traviata, c'est-à-dire une dévoyée. Cette pièce représente la chambre de Violetta, où se déroule la première scène. Ici, le lit avec tous les accessoires. Là, c'est le coin où elle va se maquiller. Et là, c'est sa garde-robe.
Au début, il y a un changement rapide de costume. Elle endosse cette robe rouge et entre sur scène pour continuer la deuxième partie de la fête, pour la célèbre scène du toast. Verdi ayant situé l'action à son époque, il souhaitait que les chanteurs sur scène portent les mêmes habits que le public dans la salle. Mais la censure ne le permit pas. Aujourd'hui, le metteur en scène canadien Robert Carsen a choisi de rester fidèle à l'esprit de Verdi. Il voulait que le public reconnaisse leur double jeu en moralité, et on peut même aller aussi loin que parler de l'hypocrisie. Il voulait que cette société, puisque c'est beaucoup, je pense que les gens qui sont dans une salle qui en est moyen, si vous voulez, et qui surtout à cette époque, qui pourraient peut-être se mettre en question leur comportement et leur générosité d'âme et d'esprit et vers une autre, et se poser vraiment la question, qu'est-ce que c'est l'amour? Bien sûr, ce qui est très touchant dans la Traviata, c'est que cette fille qui est une pute, qui est, avec tout ce que ça veut dire, est la seule qui a la vraie générosité. Je pense que c'était quelqu'un d'extraordinaire, Verdi, pour la reconnaissance de la femme, de ses droits, de ses possibilités. Et c'est un ouvrage très 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 moderne. Cet ouvrage a aussi beaucoup choqué à l'époque dans l'écriture de livret, de la citation, le nombre de fois on parle de l'argent. Bon, j'ai un peu insisté, peut-être ici, peut-être même exagéré. Cristiano Chiarotte est le responsable des archives de la Fenice. Il nous conduit dans la salle des coffres d'une banque vénitienne où est conservée la correspondance échangée entre Verdi et la direction du théâtre au moment de la création de la Traviata. Ça, c'est la lettre à propos de la Traviata, où Verdi explique qu'il ne donnera jamais le rôle de Violetta à Donatella Salvini. Non que Donatella Salvini ne fut pas une grande chanteuse, mais elle n'avait pas le physique que Verdi avait imaginé et rêvé pour le rôle de Violetta. Mais finalement, comme cela arrive souvent au théâtre, ce fut Donatella Salvini qui interpréta le rôle. Donatella Salvini, dont nous avons conservé un seul portrait. Cette dame, si sympathique, si opulente, a été la première Violetta, un des rôles d'opéra les plus interprétés au monde. La plus grande interprète de Violetta demeure Maria Callas. Dans la mise en scène de Luchino Visconti à la Scala de Milan en 1955, un sommet absolu. Pourtant, la Traviata a eu des débuts difficiles. La première à la Fenice, le 6 mars 1853, fut un fiasco total. Dans une lettre, Verdi s'interrogeait. Est-ce ma faute ou celle des chanteurs? Le temps jugera. Et le temps a jugé.
La Traviata est peut-être l'œuvre la plus populaire de tout le théâtre lyrique. Elle s'achève avec la mort de Violetta après le déchirant Addio del passato. Ô mon Verdi, ce talisman qui me fascine et que j'adore en toi, c'est ton caractère, ton cœur, ton indulgence pour les erreurs des autres, alors que tu es si sévère vis-à-vis de toi-même. Continue de m'aimer, aime-moi jusqu'après ma mort, afin que je puisse me présenter devant la justice divine, riche de ton amour et de tes prières, ô mon Sauveur. Je crois qu'elle dit tout, cette lettre. Cette lettre, Giuseppina l'a écrite à une époque où le couple est souvent séparé, car Verdi voyage dans toute l'Europe, à Paris, à Londres, à Saint-Pétersbourg. La Villa Sant'Agata garde les souvenirs de ces séjours. Sur cette table sont posés les cadeaux de la cour du tsar. C'est un écritoire en malachite et bronze doré qui lui fut offert pour la force du destin. Il s'en souvenait volontiers, aussi parce qu'un voyage de ce genre à l'époque n'était pas une chose simple. Ce voyage à Saint-Pétersbourg laissera à Verdi le souvenir d'un enfer de glace. Mais la première de la force du destin, le 10 novembre 1862, remporte un vif succès. Le tsar n'a pas hésité à dépenser 200 000 francs de l'époque pour la mise en scène. De retour à Sant'Agata, Verdi se consacre à la culture et l'élevage pour lesquels il se passionne de plus en plus. Il retrouve ce vieux fond paysan qu'il n'a en fait jamais perdu. Carlo Ambrogi, l'actuel administrateur du domaine, nous fait découvrir cette propriété de 900 hectares que Verdi avait aménagée lui-même. Alors ici, nous entrons dans le monde de Verdi agriculteur. Verdi entrait et sortait de sa propriété par cette allée.